Je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour à tous en vos grades et qualités respectives. Monseigneur, bien sûr. Pas ne pas saluer les présidents Robert Dessous et Olo. Et je me permets de saluer Madame Boyon, qui fut ma directrice à l'ENA du Bénin, présente. Donc, en ce qui me concerne, c'était de voir comment le Bénin fut un modèle par le passé et comment il pourrait le devenir. Je me suis permis d'ajouter redevenir parce que j'ai estimé qu'il le fut, c'est incontestable. Et donc c'est reprendre cette stature-là. Je ne reviendrai pas sur les détails historiques de la conférence nationale parce que ça a été fait largement. Toutefois, je tiens à souligner l'originalité de cette conférence nationale. Ça a été déjà abordé, mais il y a quelques éléments que je vais essayer de mettre en relief ici. À commencer par le fait qu'il y a une force et un respect des décisions de la conférence nationale. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, la conférence elle-même, sa convocation, ça démontre un leadership politique et beaucoup d'humilité et d'amour du pays de la part du général Kirikou, qu'on disait en son temps président d'un régime autoritaire. Donc il aurait pu faire fi et ne pas décider de concerter l'ensemble des forces vives de la nation. Ensuite, la terminologie force vive, ça montre la volonté d'associer tout le monde, les exilés, la diaspora, tout le monde sans aucune exception. Donc il y a eu les réformes sur lesquelles je ne reviendrai pas et tout ce qui a été mis en place. Le multipartisme a été souligné ici, on est allé jusqu'à 200 partis. Oui, on a voulu réduire, mais aujourd'hui quand même, on n'a que 3 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Question. Ensuite, la conférence nationale a permis de renforcer les libertés publiques et l'état de droit. La société civile béninoise, les médias béninois ont quand même été très réputés à l'international. Et le rôle de l'Église catholique, depuis la conférence nationale, et des cadres catholiques. Rôle qu'elle continue d'avoir aujourd'hui, on verra. Donc un modèle, oui, pour le continent africain, oui. Pourquoi? Parce que il y a quand même eu, depuis lors, l'alternance. Elle est assez pacifique. Et elle s'est faite. On a eu quand même 4 présidents, dont 3 avec 2 mandats. Il faut saluer ça. Il n'y a pas ça dans beaucoup d'autres pays où ça n'existe pas par ailleurs. Ensuite, il y a des valeurs qui ont été promues pendant cette conférence nationale, dont le consensus, la volonté de décider ensemble et de dire qu'il n'y a pas une seule personne qui ait la science infuse, qui sait mieux que tout le monde et qui peut décider pour tout le monde. La Cour constitutionnelle a même érigé à un certain moment de notre histoire le consensus en valeur constitutionnelle, même si par la suite ça a été remis en cause toujours par l'institution. Ensuite, quand même, le génie béninois, il faut le reconnaître. La conférence nationale, c'est le fruit du génie béninois, les forces vives. Donc quand on dit les Béninois à l'étranger, ils excellent, mais ensemble au pays ne réussissent pas, ce n'est pas vrai. Notre conférence et notre histoire nous montrent que si les Béninois, quand ils le veulent, se mettent ensemble, on peut produire quelque chose d'extraordinaire. Le Niger, le Mali, Madagascar, Congo-Brazzaville, Gabon, Tchad, Togo, plein de pays africains ont, grâce au Bénin, tenté l'expérience de la conférence nationale, avec des résultats plus ou moins discutables pour certains. Toujours est-il que, dès lors que c'était le fruit de notre histoire, on a eu le résultat que ça a donné à notre niveau. Donc, je reviens à la deuxième partie de mon intervention qui est au regard de l'évolution actuelle. Donc, ceux qui voudront dire on ne s'intéresse qu'au régime actuel, c'est un peu ce qui est demandé, pas seulement au régime, mais au présent. Face à l'évolution actuelle, quel développement, quelle démocratie, il faut qu'on redevienne ce que nous étions. Pour traiter cette partie, je me suis intéressée aux défis. Les défis sont de divers ordres. Ils sont politiques, démocratiques, ils sont économiques, ils sont sécuritaires. On a peu parlé du niveau sécuritaire, mais c'est un véritable défi qui se pose aujourd'hui à notre pays. Et on doit en tenir compte dans notre gouvernance. Au niveau des contre-pouvoirs et contre-poids, ça a été mentionné, il faut équilibrer plus ou moins le pouvoir et limiter le pouvoir, mais seul le pouvoir peut limiter le pouvoir. Et ça veut dire que quand même, pourquoi les mêmes institutions? Est-ce l'arrimage institutionnel? Est-ce qu'on veut remettre en cause les institutions ou bien c'est les hommes à la tête des institutions? Parce que ce sont les mêmes institutions qui ont existé.
Mais pourquoi parfois et par le passé on a donné notre Cour constitutionnelle comme modèle à travers le continent, de laquelle beaucoup sont venus s'inspirer, et pourquoi peut-être cette Cour constitutionnelle n'a plus le même éclat? Donc il y a quand même un problème d'homme au-delà des institutions. Il n'y a pas d'état de droit sans justice. La justice est le socle de l'état de droit. Et il faut que les citoyens aient confiance en leur justice. Il faut que les citoyens s'assurent que la justice peut leur rendre justice, que ce soit au niveau politique, économique, ou quel que soit le niveau. Et quand il y a cette rupture de confiance, c'est là où le contrat social pose réellement ce problème et qu'il faut le renégocier. On voit qu'il y a des libertés, des restrictions diverses qui existent, et ça, nul ne peut le contester. Ça a été dit, ça a été clairement dit. Et quand on prend les institutions qui sont en charge d'analyser ces différentes libertés, que ce soit Afrobaromètre, Civicus, RSF et autres, tout le monde s'entend à dire qu'il y a un recul en termes de liberté civique, en termes de liberté politique, en termes de démocratie. Ce sont des évidences, parce que quand ça nous arrange, on prend ces références internationales comme étant des institutions crédibles, et quand ça ne nous arrange pas, on conteste les résultats de ces institutions-là. Donc, tous disent le Bénin a régressé. C'est un régime hybride, ce n'est plus une démocratie, ou c'est un régime réprimé, parce qu'il y a des restrictions sévères. Oui, au nom du développement, on va voir ça plus tard. Les processus électoraux se sont complexifiés. De nouvelles normes, de nouvelles exigences, des critères, des restrictions, des seuils et autres qui n'existaient pas par avant et qui donnent l'accès à très peu. Il faut le reconnaître. Est-ce que quand on donne l'accès à très peu, c'est forcément à la meilleure qualité des hommes? Il faut se demander si c'est vraiment les valeurs qui sont portées par ceux qui ont accès. Il faut qu'on se pose ces questions-là. Donc, actuellement, la classe politique, les intervenants précédents ont parlé des partis politiques. Oui, il y a un questionnement parce qu'on a tendance à voir que est-ce que cette réforme du système partisan est si efficace que ça? Bien qu'on ait limité le nombre, mais l'animation de la vie politique par les partis politiques, on ne la sent pas. Nous sommes en train, à la veille d'une élection majeure, une élection générale, mais on ne voit pas ça. On voit que même au sein de la mouvance, on peine à parler de la succession, on peine même à avoir des candidatures qui vont se manifester ou à avoir en interne des gens qui manifestent. Et même du côté de l'opposition, je suis désolée, on peine à avoir l'offre politique. On voit une opposition qui a tendance à un peu répondre et à aller au rythme du régime et à avoir, mais pas dans l'anticipation, pas dans la force de proposition. Donc c'est vrai que nous avons des défis. Au niveau économique, ça a été dit. Oui, nous avons des progrès, nous avons de très bons scores au niveau international. C'est reconnu, Banque mondiale, FMI, tout le monde le dit. Mais comment réconcilier ces agrégats économiques et le vécu des citoyens? Est-ce que le niveau de pauvreté, le niveau de vie et le panier de la ménagère peut bénéficier de cette avancée économique qu'on promeut tant au niveau des institutions internationales? C'est des questions qu'on se pose. L'économie doit pouvoir transformer et avoir un certain impact sur le vécu des citoyens. Et tant que ça, ce n'est pas atteint, ça veut dire qu'on peut remettre en cause notre économie. Oui, l'IDH, l'indice de développement humain, qui est un élément fondamental en termes d'analyse, montre que nous ne sommes pas si bien lotis que ça, comparé à beaucoup d'autres pays et même de la sous-région. Au niveau sécuritaire, nous avons les groupes djihadistes qui sont là, ils ont quitté le Sahel, ils veulent avoir accès à la mer, accès au golfe de Guinée, ils veulent venir par les pays côtiers, ils mettent la pression. Nous avons deux réalités dans ce pays, aller au nord du Bénin, aller dans la Tagora, aller dans la Liborie. Et vous me direz si, oui, les infrastructures, les grands hôtels, les routes, d'accord, mais il faut rapprocher les deux réalités, sinon c'est l'instabilité. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on peut questionner quel est notre objectif en termes de développement. Donc, bien sûr, je veux passer parce que le temps ne le permet pas, mais nous avons des opportunités, nous avons de très bons agrégats économiques, nous avons beaucoup de choses qui se font, mais certainement, on peut mieux faire. Est-ce qu'il y a crise? Est-ce qu'il y a problème? Oui, il y a problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'occasion, non pas de dire de baisser les bras, mais c'est de voir comment ce génie qu'on a connu par le passé, ne pas attendre que ce soit l'instabilité, ne pas attendre que ce soit aussi dramatique que peut-être les années 89 où on est allé à la conférence nationale, pour dire asseyons-nous, parlons, réfléchissons ensemble,
unissons nos forces, parce que l'union fait la force, et essayons de voir comment on peut corriger un certain nombre de choses pour améliorer les choses. Donc c'est tout à fait une démarche constructive et légitime de la part des Béninois de vouloir voir comment on peut consolider cette démocratie et comment le développement ou l'essor économique dont on parle tant peut profiter à tous les Béninois. Parce qu'on sous-estime le niveau sécuritaire, mais des études ont démontré que les groupes djihadistes, les jeunes les rejoignent, non pas pour des raisons idéologiques principalement, mais pour des raisons socio-économiques, pour des raisons de survie. Et tout simplement parce qu'ils ne se reconnaissent pas comme étant partie intégrante de la gouvernance du pays. Ce sont les zones les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus reculées, qui n'ont pas d'hôpitaux, où l'éducation est vraiment la plus faible. Il n'y a pas d'opportunité économique, nous sommes dans un système informel, pauvreté et autres. C'est un terreau fertile que le changement climatique vient en plus amplifier. Donc oui, il faut revoir tout ça. Donc oui, une des propositions, le développement, d'accord, mais tant que le développement, l'humain n'est pas au centre et que on ne voit pas les conditions de vie des citoyens s'améliorer, on a le droit de se poser des questions sur la nature de ce développement. Est-ce que c'est le développement de l'élite, les beaux hôtels, les beaux restaurants, les belles routes, mais et le reste? Comment rapprocher les réalités? C'est fondamental. Donc ça fait partie des recommandations que nous proposons. Je vais aller directement aux recommandations parce qu'on a vu par le passé que c'était un peu compliqué. Premièrement, donc, je reviens à la proposition à laquelle beaucoup sont déjà venus, c'est le dialogue politique. À ce stade-ci, il faut que les forces vivent dans leur ensemble, pas des monologues, dans leur ensemble, discutent et voient dans quelle mesure on veut penser l'avenir de ce pays ensemble. Première proposition. Le développement de la pensée critique, c'est fondamental pour nos sociétés. Il faut remettre en cause parfois ce qui est dit. Il faut remettre en cause pour pouvoir, non pas pour forcément contester, mais au moins pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. C'est pas parce que tel a dit qu'on doit forcément accepter. On a le droit de se poser la question, d'internaliser, de questionner, d'analyser et de confirmer ou bien de proposer autrement. Il faut la pensée critique. Il faut l'espace pour que cette pensée critique puisse s'exprimer dans une vie. Et ça, c'est dès l'enfance qu'il faut encourager à ça. Il ne faut pas dire aux enfants, tu poses trop de questions, va là-bas. Non, il faut encourager l'enfant à poser des questions, à exprimer cette créativité qui est en lui. L'engagement civique et citoyen qui n'existe plus. Ça, c'est fondamental. Les gens se disent, ça les concerne. Peu importe ce qui se passe, ça ne change pas. Il y a un disconnect. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une rupture de confiance entre les dirigeants et les citoyens. Il y a un disconnect entre ceux qui dirigent et la population. On ne se sent plus concerné. Chacun veut chercher son petit quotidien et de quoi vivre et survivre. Ça arrange les politiques dans une certaine mesure, mais ça n'arrange pas la stabilité du pays sur le long terme. Parce que quand les djihadistes viennent leur dire, vous ne comptez pas, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'infrastructure de base, vous n'avez rien, vous ne comptez pas, c'est la capitale qui compte, c'est tel autre groupe ethnique qui compte, ça joue. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Nous avons une société qui est fondamentalement régionaliste. Et donc, oui, dans des milieux très fermés entre soi, on parle entre groupes ethniques, on parle la même langue, on se dit on dit les autres comme ci, comme ça. Le vote est régionaliste. C'est pour ça qu'il y avait des micro-partis politiques. Il ne faut pas qu'on se mente, il faut qu'on arrête de nous mentir. Et à partir de ce moment, quand un djihadiste vient dire, toi, ta région ne compte pas, ton ethnie ne compte pas, tu es un sous-homme, ça parle aux gens, ça résonne dans leur tête. Et tant qu'on ne se dira pas certaines vérités, on ne peut pas aller à la base et corriger l'instabilité qui grouille. On l'a vu au Sahel, nous qui travaillons sur les questions sécuritaires. Évitons que ça n'arrive au Bénin. Donc il faut une confrontation pacifique et constructive des opinions divergentes. Et ça, il faut des débats publics. Donc oui, l'école, dès le bas âge, tout ça, l'éducation formelle, mais tout le monde ne va pas à l'école. Et donc, si on ne met que ces éléments-là dans le système scolaire, même la Constitution, comme l'a proposé tout à l'heure le professeur Tometti, dont je suis parfaitement d'accord, mais il faut donner accès à ceux qui ne vont pas dans le cursus scolaire formel. Et les médias, on en a besoin. Les radios communautaires, ces relais-là, on en a besoin.
Les leaders de la société civile doivent retrouver leur rôle essentiel d'accompagner les communautés à la base. Il nous faut un consensus autour des valeurs nationales partagées afin de forger une conscience collective et une vision commune de la nation Bénin. Tous les jours, on dit on n'a pas de nation, mais il faut qu'on travaille à construire une nation. Qu'est-ce qui nous unit? Ce qui nous unit est plus fort que tout ce qui nous divise. On a beau dire que oui, j'appartiens à telle région, mais avant tout, je suis béninois, je suis béninoise. Et tout le monde a ce sentiment d'appartenance, et tout le monde a cette fierté d'appartenance. Et on doit consolider ça, on doit travailler autour de ça. Il faut réformer le système éducatif, je le disais, et former les jeunes. Et y inclure ceux qui ne sont pas dans le système formel. Et remettre en place, si possible, le service civique national. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas les réalités en dehors de leur petit quartier ou de leur petite zone de confort. Quand on dit que nous avons deux réalités parallèles et que nous sommes en guerre dans certaines régions de ce parti, même si c'est une guerre asymétrique, il y en a qui ne comprennent pas. Quand on dit qu'il n'y a pas d'eau dans certaines régions de ce pays, ou qu'il n'y a pas de route, ou qu'il n'y a pas de service de santé de base, les gens ne comprennent pas. En toute bonne foi, les gens ne comprennent pas. Mais s'ils quittaient un peu leur cocon à travers le service civique national, peut-être qu'ils verraient d'autres réalités et qu'ils seraient plus ouverts à voir dans quelle mesure on peut porter tous les citoyens dans le processus de développement. Donc il faut qu'on ancre notre patrimoine culturel et nos traditions dans le système de gouvernance, ça a été dit également, et qu'on revoie nos cadres institutionnels. Les réformes, s'il le faut, on doit le faire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut prendre du passé? Qu'est-ce qu'il faut effectivement réformer? Tout ça, il faut qu'on le fasse et qu'on explore. Mais de façon inclusive, une fois de plus, en associant toutes les forces vives de la nation. Il faut réconcilier la démocratie et le développement. On ne peut pas continuer à dire, au nom du développement, on fait fi de tout le reste, des libertés, des droits fondamentaux, des principes de démocratie. D'un point de vue économique, oui, il faut qu'un développement soit périn et à partir de ce moment, il faut qu'on remette le citoyen au cœur, je l'ai déjà dit, corriger les disparités entre régions, parce que ça alimente fondamentalement le discours des djihadistes et les recrutements au sein de nos populations. Le capital humain doit être développé. Il ne faut pas qu'on me dise qu'il y a un désert de compétences. Il y a un désert de compétences et si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait pour corriger? On ne va pas aller importer des compétences éternellement qui nous coûtent cher. Comment on développe le capital humain? Il faut qu'on investisse dans l'humain. Il faut qu'on investisse dans la formation et la qualité de nos ressources humaines. Et ça a été évoqué, le Sénégal le connaît, la transparence dans la gestion financière et la gestion de la dette. La Cour des comptes, c'est bien, mais si la Cour des comptes est une autre institution qui ne donne pas réellement la réalité et que ce n'est pas rendu public, après, c'est un peu comme le cas du Sénégal, on voit qu'on nous a caché des choses. Le secteur privé, qui est vraiment le moteur du développement d'une société, doit être renforcé. Le secteur privé, actuellement, n'est pas réellement effectif ou efficace. Donc, pour répondre à la question, je ne reviens pas sur les questions sécuritaires. La cohésion sociale, c'est fondamental. Corriger les disparités, c'est fondamental. La coopération entre nos pays voisins, on peut pas parler de paix, de stabilité, de sécurité, sans parler à nos voisins d'où viennent le problème des djihadistes principalement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc, bref, nous avons un événement historique, c'était la conférence des forces vives de la nation. Il y a eu un esprit, il y a eu des valeurs. Donc, nous devons préserver un tel héritage. Nous devons promouvoir une gouvernance inclusive avec une prospérité partagée. Un développement durable ne peut que passer par là. On ne peut pas laisser la jeunesse en dehors du projet de développement. Il faut l'intégrer. L'Église catholique a un mérite. Donc, je salue l'Église catholique qui, depuis l'époque de la conférence nationale, est à aujourd'hui. Parce que la société civile aujourd'hui, vous avez vu, celle qu'on connaît institutionnalisée, elle n'ose pas. Mais l'Église est une force qui est difficile à remettre en cause, à affaiblir, et ça, on salue l'initiative de l'Église. L'espoir est permis pour faire du Bénin un nouveau modèle pour le continent africain, mais il faut qu'on se mette au travail. Je vous remercie de mettre au travail.